Bonjour et bienvenue à Cible Grise, le balado officiel de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. Je m'appelle Kevin Saint-Martin, je suis le coordonnateur de la chaire et aujourd'hui, on va parler d'un nouvel outil qui vise à soutenir les personnes du réseau de la santé et des services sociaux et les personnes du réseau communautaire dans leur application de la loi 6.3, donc la loi visant à lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. Pour explorer le sujet, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir deux invités du Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale, qu'on appelle aussi le CREGES, donc Sarita Israël et Marie Soulière, qui ont toutes deux participé à la création de l'outil en question. Sarita et Maryse, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis certain que vous en avez beaucoup à dire sur l'outil, mais avant de se lancer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter pour les gens qui nous écoutent? Vas-y, Je Sarita. commence. Alors, bonjour, je suis Sarita Israël. Je suis la coordonnatrice du domaine d'expertise pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées du CREGES. Et moi, c'est Maryse Soulière. Je suis professeure adjointe à l'École de travail social de l'Université de Montréal et je suis chercheure aussi au CREGES, donc je m'implique dans les projets avec Sarita sur la maltraitance. Super. Donc, encore une fois, merci d'être avec nous pour parler de l'outil que vous avez développé. Je pense que ma première question qui me vient en tête, c'est de savoir justement qu'est-ce qui vous a donné l'idée ou fait sentir le besoin de développer un outil pour aider les gens à mieux naviguer la loi 6.3? Je pense que cet outil en particulier a été inspiré avec les modifications de la loi en 2022. Ces modifications ont mis en lumière l'importance de bien connaître la définition de personnes en situation de vulnérabilité. La loi a été modifiée pour ajouter cette population dans un contexte particulier dans le signalement obligatoire. Alors, les personnes en situation de vulnérabilité dans RPA, s'il y a de la maltraitance, sont sous le signalement obligatoire. Ceci dit, les intervenants, c'est devenu très important, surtout que la loi aussi a été modifiée pour ajouter des sanctions pour les personnes qui ne signalent pas lors d'un besoin de signalement obligatoire. Et là, on a réalisé que la définition, même si elle avait l'air d'être très, très bien décrite et très profonde, il y avait certains aspects qui étaient très difficiles de mettre en pratique. Et c'est là qu'on a décidé de peut-être regarder plus en profondeur quels aspects de la définition on avait besoin d'aller plus en profondeur pour soutenir l'analyse des intervenants. Là, Sarita, quand tu parles de définition, tu parles bien de la définition là, de personnes en situation de vulnérabilité. La définition dans la loi, parce qu'il y a Oui. plusieurs différentes définitions. Et d'ailleurs, peut-être, Kevin, ça serait important de mettre de l'avant cette définition pour pouvoir en parler un peu plus. Oui, ben justement, je l'avais sous la main. Donc, pour ceux qui la connaissent pas par cœur, puis j'imagine la majorité d'entre vous, moi-même, je la connais pas par cœur, fait que je vous pardonne. La définition dit qu'une personne en situation de vulnérabilité, c'est une personne majeure dont la capacité de demander ou d'obtenir de l'aide est limitée temporairement ou de façon permanente en raison, par exemple, d'une contrainte, d'une maladie, d'une blessure ou d'un handicap qui peuvent être d'ordre physique, cognitif ou psychologique, par exemple les déficiences physiques ou intellectuelles ou un trouble du spectre de l'autisme. Mhm. Alors, Fait que quand c'est- on regarde cette définition, on peut voir qu'il y a 3 concepts qui sont mis de l'avant. Le premier, c'est que la personne en situation de vulnérabilité, c'est une personne qui a un problème au niveau de la capacité de demander de l'aide ou d'obtenir de l'aide. Alors ça, c'est la base, hein, la demande Mhm. d'aide. Le deuxième principe ou concept, c'est la temporalité. C'est quelque chose qui peut être de manière permanente ou temporaire. On peut penser à quelqu'un de manière temporaire, quelqu'un qui aurait eu un accident et que pour un moment ne peut pas se chercher de l'aide, mais plus tard, si la personne va mieux, elle peut aller se chercher de l'aide. Temporaire, on regarde surtout des diagnostics des personnes, par exemple, qui ont des maladies dégénératives qui vont pas s'améliorer. Et le troisième concept ou partie de cette définition, c'est les raisons associées. Alors, quand on regarde aux raisons, il y a la contrainte, il y a la maladie, la blessure ou le handicap.
Pour la maladie, les blessures et les handicaps, on a des évaluations déjà qui sont existantes. D'habitude, c'est des évaluations plutôt au niveau, médical, hein. Parce qu'on regarde aussi les exemples qu'ils ont donnés à la fin de la définition, ils donnent des diagnostics comme tels. Et pour ça, il y a des évaluations existantes. Où c'était un peu plus compliqué, c'est quand on pense à la contrainte. On peut penser à une contrainte physique, on pense peut-être quelqu'un qui est séquestré, par exemple, hein, ou une personne qui n'a pas accès physiquement à de l'aide. Mais quand on pense aux aspects plutôt psychologiques, là, ça devient un peu plus compliqué. Qu'est-ce qui constitue une contrainte psychosociale? Et en effet, quand on pense à la maltraitance est un problème relationnel. Il peut Mhm. avoir des contraintes qui sont reliées à la relation entre les deux personnes. Et c'est là vraiment qu'on a dû se pencher sur qu'est-ce que ça veut dire exactement une contrainte à se demander de l'aide dans un contexte psychosocial? Et peut-être je vais passer la Parce parole que à Maryse, hein? oui, puis en fait, c'est ça, hein, la distinction qui devient difficile à faire parfois sur le plan clinique pour les intervenants, c'est est-ce que la personne ne veut pas demander de l'aide parce que c'est un choix? Parce que la personne a toujours le choix de dire: «Non, je suis pas prête à prendre action par rapport à la maltraitance, tu sais, j'ai encore des choses à vérifier», peu importe, là, la personne ne veut pas aller chercher de l'aide, c'est une chose. Mais si la personne sent qu'elle ne peut pas, elle a peur de le faire et tout ça, là, on est plus dans une situation qui pourrait être liée à une contrainte. Mais tu sais, sur le plan clinique, ça devient difficile à évaluer. Puis Mhm. donc nous, comme disait Sarita, c'est de là que c'est parti. C'est-à-dire qu'on voyait cette définition-là dans la loi, puis on se disait sur le plan clinique, particulièrement pour les intervenantes psychosociales, ça peut devenir difficile à appliquer, à opérationnaliser cette loi-là, puis cette définition-là. Fait que donc on s'est dit par où on commence. Donc on a commencé par dire, ben la définition de maltraitance est vraiment centrée sur est-ce qu'une personne est capable d'aller chercher de l'aide, ou d'obtenir de l'aide. Donc on s'est dit: «On va aller voir dans la littérature qu'est-ce qui s'écrit là-dessus. Qu'est-ce que c'est d'aller chercher de l'aide? C'est quoi le processus d'aller chercher de l'aide? Quelles sont les étapes? De quoi ça a l'air? Quelles sont les difficultés en chemin que les gens peuvent rencontrer?» Pour pouvoir aller documenter justement ces contraintes-là psychosociales, ça pourrait avoir l'air de quoi? Donc, on a commencé dans le développement de l'outil par s'appuyer sur une revue de littérature d'un type spécifique là, qu'on appelle une analyse conceptuelle autour du processus de recherche d'aide. Donc, on est allé voir dans la littérature qu'est-ce qui a été écrit, pas juste en gérontologie, parce qu'on se rappelle que la loi, au départ, était un peu plus centrée sur les personnes aînées. Là, tu sais, c'est beaucoup parti de la maltraitance envers les personnes aînées, cette loi-là, mais que là, elle est beaucoup plus large pour toutes les personnes adultes en situation de vulnérabilité. Donc, notre revue de littérature aussi, là, a voulu être plus large. Puis donc, on a pu aller voir, ben, quels sont les antécédents? Tu sais, donc, avant d'aller chercher de l'aide, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être des obstacles ou des facilitateurs? Pendant le processus de recherche d'aide, c'est que, tu sais, souvent, c'est cyclique, hein, c'est pas: «Je vais chercher de l'aide, puis voilà, c'est tout». Je vais aller Mhm. chercher de l'aide auprès d'une personne, j'ai une bonne ou une mauvaise réponse, je vais aller chercher de l'aide auprès d'une autre personne. Elle peut m'aider pour un bout, mais je vais avoir besoin d'autre chose. Fait que donc c'est vraiment un processus souvent, un peu cyclique et tout ça. Donc on a été tout comprendre ça. Quels sont les obstacles, les facilitateurs aussi durant ce processus-là? Fait que ça nous a permis vraiment d'aller documenter, une personne en situation de vulnérabilité, donc qui essaie d'aller chercher de l'aide, c'est quoi le processus, puis quelles peuvent être les contraintes. Puis c'est de là donc qu'on a pu, asseoir finalement le développement de l'outil sur quelque chose d'un petit peu plus concret sur le plan de la littérature scientifique. Fait que je comprends que votre point de départ, c'était vraiment de dire, OK, la définition dans la loi qu'on a des personnes en situation de vulnérabilité, c'est compliqué, c'est pas clair. Il faut qu'on creuse, qu'on aille voir c'est quoi une contrainte. C'est vraiment ce bout-là en particulier qui a accroché puis qui a mené Ouais, au développement de l'outil. Par contre, l'outil, exact. c'est pas que ça, hein, ça va un petit peu plus loin. C'est un morceau. Fait qu'est-ce que vous pourriez me dire un peu, c'est quoi les grandes lignes de ce que contient l'outil, là, au-delà des aspects de Ouais. vulnérabilité? Oui, parce qu'en fait, c'est ça, hein, comme tu le dis, tu sais, tu as bien compris, en fait, le comment on en est venu à cet outil-là. On est vraiment parti, c'était un peu plus pointu, hein. C'était vraiment de comprendre, de donner des outils
pour aider dans l'analyse de qu'est-ce que c'est une contrainte psychosociale. Puis en même temps, on se disait, ben si on sort juste cet outil-là, est-ce que c'est un peu déconnecté? Est-ce que vraiment ça va aider les intervenantes dans l'application, l'opérationnalisation de la loi? Parce que c'est un bout. Analyser si la personne est en situation de vulnérabilité ou pas, c'est un bout de l'analyse que l'intervenante va avoir à faire, tu sais. Donc, on s'est dit, on va plutôt insérer ça dans un outil un peu plus large. Et donc là, l'outil qu'on a développé, on accompagne, on soutient l'intervenante à partir du moment où elle se dit « Ouf, il me semble qu'il y a un drapeau qui se lève dans cette situation-là. Est-ce qu'il y a une situation de maltraitance ici? » On l'attrape là. Fait que la première section de l'outil, c'est « Est-ce que j'ai des motifs raisonnables de croire qu'il y a de la maltraitance? » Donc, on regarde les différentes formes, les différents types, c'est quoi les indices que j'ai. Fait que ça peut m'aider. C'est sûr qu'il n'y a pas de baguette magique, là. On ne fait pas l'analyse à la place de l'intervenant. C'est un outil, hein? Sauf que ça aide l'intervenante à s'assurer qu'elle n'a pas oublié des aspects. Des fois, c'est comme Ah oui, j'ai l'impression que la maltraitance psychologique, mais qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est quoi concrètement les outils que j'ai? Donc, ça aide aussi à organiser les informations que j'ai pour être capable de rédiger après mon analyse, mon rapport de façon structurée, convaincante, etc. Fait que ça, c'est la première partie. C'est beau d'avoir un feeling, mais c'est important de le verbaliser si on veut pouvoir faire quelque chose avec ça après. C'est ça, c'est ça. Parce que des fois aussi, c'est ça, hein, il y a beaucoup de zones grises. Il y a des bouts qu'on ne sait pas clairement. Tu sais, en maltraitance, on n'a pas toujours toutes les infos qu'on aimerait avoir. Donc là, ça aide à voici les infos que j'ai, où est-ce que je case ça? Donc, c'est un indice de quoi ça? Ce que j'ai vu, est-ce que c'était de la maltraitance physique, c'était de la maltraitance psychologique, économique, etc., etc. Donc, ça, c'est la première partie de l'outil, analyse de la situation de maltraitance comme telle. Après, il y a une deuxième section, est-ce qu'il y a une situation de vulnérabilité? Donc, est-ce que la personne que j'ai devant moi, elle est capable, je considère qu'elle serait capable d'aller chercher de l'aide si elle le souhaite? Donc là, comme disait Sarita, on va chercher est-ce qu'il y a des diagnostics, est-ce qu'il y a des maladies, est-ce qu'il y a des handicaps, des contraintes sur le plan plus physique, cognitif. Et c'est là qu'on a inséré un outil aussi pour aller chercher, qu'est-ce que j'aurais comme indice qui aurait peut-être une contrainte sur le plan psychosocial. Donc, est-ce qu'il y a une relation où la personne a peur? Est-ce qu'il y a une barrière de langue où je suis dépendante de quelqu'un? Donc là, on a mis plein d'éléments pour essayer d'aider les intervenantes, encore une fois, à savoir, qu'est-ce que j'essaie d'aller chercher? Qu'est-ce qu'il faut que j'aie comme information pour documenter une contrainte psychosociale? Et donc, cette section-là me permet de déterminer est-ce que je considère que la personne est en situation de vulnérabilité ou non au sens de la loi? Puis la troisième section, donc avec tout ça, maintenant que je suis capable de documenter que j'ai peut-être pas des preuves hors de tout doute, mais j'ai des raisons de croire qu'il y a une situation de maltraitance. Je sais si la personne est en situation de vulnérabilité ou pas au sens de la loi. Et donc là, la troisième section, c'est est-ce que je me trouve devant une situation de signalement obligatoire ou pas? Donc là, on regarde c'est quoi les critères pour le signalement obligatoire, quelles sont les situations précises. Et donc là, on sait. Et donc, avec cette section-là du signalement obligatoire, vient une espèce d'organigramme de si c'est une situation de signalement obligatoire, à qui je m'adresse, à qui je fais le signalement. Et sinon, qu'est-ce que je peux faire? Donc, des signalements volontaires qui peuvent aussi être faits là, avec le consentement de la personne et tout ça. Donc, ça aide encore une fois l'intervenante à avoir les informations dont elle a besoin pour prendre les décisions cliniques qui sont les bonnes dans le contexte de la loi, encore une fois. C'est vraiment intéressant. Puis je pense que vous misez assez juste là, sur le besoin, sur un besoin qui est très présent. Moi, avec l'adresse courriel de la chaire, ça m'arrive assez fréquemment de recevoir des questions quand même très pointues sur la loi, son contexte d'application. Ah, je travaille à tel milieu, est-ce que c'est requis pour moi de faire un signalement? Voici un peu le détail flou de la situation pour me donner une idée. Fait que je pense que ça va être le fun d'avoir un outil concret là, auquel je peux renvoyer les gens dans des contextes comme ça. Là. Mm-hmm. Puis, Sarita, il y avait quelque chose que tu voulais ajouter? Je pense que aussi, ça permet d'avoir rapidement
un survol de qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que j'ai besoin de plus. La beauté d'un checklist, c'est on peut voir et on peut documenter ce qu'on a et des fois aussi ça nous donne une idée de peut-être ce qui manque. Et ça aide aussi à prévoir les prochaines étapes. Et c'est pas mal, c'est concis. On a créé des formations, on a une terminologie, on a beaucoup d'outils, on a le cheminement des signalements, mais comment est-ce qu'une chose rentre dans l'autre? Et je pense que ça permet d'avoir la logique et quoi utiliser quand. Parce qu'en effet, Mhm. une personne qui a besoin de plus d'aide par rapport au type de maltraitance va se référer à la terminologie pour aller plus loin. C'est pour ça qu'on a mis aussi pour le signalement, va plus loin, va vers le cheminement. Et au niveau de la capacité, oui, il y a d'autres personnes qui peuvent être impliquées par rapport à des aspects plus physiques, cognitifs, mais la partie psychosociale qui très souvent te donne des pistes de comment aborder ça plus tard dans l'intervention. Alors, je pense que c'est un outil qui permet vraiment de cibler non seulement ce que tu as, mais qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Je pense que ça, c'est utile pour les intervenants aussi. Ouais, et je trouve que, tu sais, j'ajouterais, c'est ça, ça peut me donner des pistes. Tu sais, si j'ai mis dans une contrainte que la personne a peur de telle autre personne, c'est sûr qu'après, en intervention, on s'attend à ce que, on essaie d'explorer ça, là, avec la personne, tu sais. Fait que ça peut nous aider, nous aiguiller un peu pour le plan d'intervention après. Mais ce qu'on trouvait aussi, c'est que, heu, plus cette partie-là est structurée et claire pour l'intervenante, plus après l'intervention va être va être plus facile à cibler aussi. Parce que si j'appelle à la ligne, je suis pas capable de répondre à la moitié des questions qu'ils me posent sur le plan clinique, je sais pas trop et cetera. Ça va être plus difficile pour eux de m'aider là, tu sais, après qu'est-ce qu'il faut faire? Mais si à partir du moment puis c'est ça l'idée du signalement aussi, c'est-à-dire que la loi a été pensée avec le fait que le signalement, on n'est pas dans un contexte de signalement comme à la DPJ. Le signalement, c'est un peu de lever un drapeau, puis de dire: «Oh attention là, moi je suis intervenante, puis je pense qu'ici il y a une situation de maltraitance, quelqu'un qui est en situation de vulnérabilité ou pas, je veux pas rester seule avec cette situation-là». Et que donc, à partir du moment où il y aurait un signalement, ben là, est-ce que le PIC peut être interpellé? Est-ce que j'ai des ressources à l'interne dans mon établissement? Est-ce que je peux contacter la ligne, LAMA, et cetera, tu sais? Fait qu'après, l'intervention va découler, évidemment, de la situation spécifique de la personne. Mais cette première partie-là, l'intervenante est parfois un petit peu plus toute seule pour ces évaluations, tu sais, de savoir est-ce qu'il y a de la maltraitance? Est-ce qu'il faut que je fasse un signalement obligatoire? Donc on se disait de bien outiller les intervenantes à ce moment-là, ça va aussi, aider à enligner les interventions par la suite, là. Vous avez nommé beaucoup les intervenants, intervenantes, mais on sait que c'est pas les seules personnes qui sont tenues à l'application de la loi. Est-ce que votre outil s'adresse juste aux intervenants? Puis quand on parle d'intervenants, souvent on pense à travailleurs sociaux, techniciens en travail social, mais est-ce que c'est un outil qui peut être utile pour d'autres professions? C'est une question très intéressante parce qu'en effet, la loi s'applique à n'importe quel professionnel qui fait partie d'un ordre professionnel. Tu peux être un Mhm. comptable. La distinction, c'est qui a la capacité d'aller chercher les informations. Et en effet, c'est la relation et le contexte de la relation. Je pense qu'une travailleuse sociale est mieux placée de parler des aspects relationnels peut-être que le comptable. Le comptable peut aller jusqu'à un certain point, mais peut-être il peut pas aller plus loin. Et quand on regarde les autres aspects qui sont vraiment biomédicaux, euh, là, c'est vraiment le réseau de la santé qui est mieux placé d'aller adresser ces aspects-là. Par contre, hein, si n'importe qui peut remplir la première section et même certains aspects de la deuxième, je parle de la première section, c'est bien sûr la maltraitance, et la dernière, c'est les obligations du signalement. Mais au niveau même de qu'est-ce que la personne pourrait penser sont des aspects psychosociaux et après identifier quelles sont des bonnes personnes pour aller Compléter. faire des évaluations plus poussées. Peut-être comme tu le sais, Kevin, beaucoup de ce qu'on a créé, depuis qu'on a créé le modèle de gestion des situations de maltraitance, on reprend toujours des aspects clés là-dedans. Ça veut dire que on sait très bien que ça prend plus d'une expertise très souvent pour aller faire des évaluations plus poussées ou pour faire l'intervention. Et on garde ça en tête toujours. Mmh. Alors, mais en effet, aux aspects psychosociaux,
Et c'est pour ça que la formation, si on regarde la formation, il y a une partie vraiment qui vise des travailleurs psychosociaux. C'est eux vraiment qui vont travailler les aspects relationnels. Ça tombe dans leur plate-bande. C'est ça. Fait que c'est sûr que ça pourrait il y a certains éléments, comme elle dit, tu sais, je pense aux prestataires, de services de santé, services sociaux, tu sais, des préposés, des auxiliaires, mais aussi, c'est pas juste travailleuses sociales, membres de l'ordre, donc toute la gamme des intervenants psychosociaux aussi qui pourraient s'en servir. C'est juste que comme disait Sarita, il y a certaines parties peut-être que les gens vont avoir besoin d'aller chercher, mais je trouve aussi, et c'est là que je voulais ajouter, il y a souvent la différence se fait aussi au niveau des obligations en termes de signalement obligatoire. Et donc ça, l'outil le précise bien. C'est-à-dire que, si je suis membre d'un ordre professionnel, c'est une chose, sinon, oups, je tombe dans une autre catégorie. Donc l'outil aide bien aussi. Parfois, c'est pas toujours clair pour les gens. «Attends, moi, je suis un intervenant psychosocial, je suis dans un organisme communautaire, je suis pas membre de l'ordre. Est-ce que ça veut dire que je suis soumis au signalement obligatoire ou pas?» et cetera. Donc ça, la dernière partie aide aussi, à démystifier cette partie-là de la loi. Je vais ajouter quelque chose quand même qui est très Oui, oui. important. On parle que des travailleurs psychosociaux, mais on sait que dans le réseau, c'est plutôt l'intervenant qui a la meilleure relation pour aborder certains sujets. Très souvent, c'est des infirmières. Il y a Mhm. certaines parties du réseau que c'est vraiment les infirmières qui ont le plus de contacts. Des fois même, c'est des auxiliaires familiales qui ont le meilleur contact pour aborder. Et d'ailleurs, c'est une décision interdisciplinaire, intersectorielle, qui est la personne qui a la meilleure relation pour aller chercher plus d'informations basées sur la relation de confiance qui peut être bâtie. C'est juste que, bien sûr, les travailleurs sociaux ont été formés comme tels, hein, pour faire ce type d'intervention, mais quand on travaille en équipe, on peut s'entraider. Hein, et c'est ça la chose. Alors, je dis pas que les autres professions ne sont pas capables, oui, elles le sont, mais on comprend aussi que les personnes sont formées d'aller jusqu'à un certain point et des fois, c'est même peut faire des interventions avec l'aide, avec la profession qui est mieux placée pour savoir qu'est-ce qui devrait être les composantes de l'évaluation ou des prochaines étapes. Ce que je comprends, c'est que n'importe quel professionnel peut gagner à utiliser la grille. Puis comme professionnel, ben, s'ils sont en train d'utiliser la grille et qu'ils se rendent compte qu'il y a une section qu'ils ne sont pas capables de compléter, ben, c'est un bon indicateur que c'est le temps de s'assurer de collaborer avec d'autres professionnels qui, eux, vont être capables de les aider à boucher le trou, dans le fond. Ouais, effectivement. C'est bon parce que ça encourage, là, comme on disait, le travail interdisciplinaire puis la collaboration avec les autres personnes qui sont impliquées dans une situation. Comme on le dit souvent, régler une situation de maltraitance, c'est rarement l'effort d'une seule personne. Fait que ça va dans ce sens-là. Ouais. Euh, on a déjà nommé plusieurs items, là, plusieurs morceaux de la structure de l'outil. Mais selon vous, si on avait juste à mettre de l'avant là, un point, le point le plus important à savoir concernant l'outil, ce serait quoi que vous diriez aux gens qui sont intéressés à s'en servir? Je pense que, moi, ce que j'aimerais que les gens, retiennent, c'est ça, c'est que c'est un outil qui se veut un soutien à l'analyse. Tu sais, il reste que faut qu'on soit capable de se faire une opinion professionnelle. Ça ne remplace pas donc, tu sais, d'avoir des formations, l'intervention en maltraitance, c'est complet. Tu sais, ça ne répond pas à tout là, cet outil-là. Ça ne remplace pas la supervision clinique non plus. Que ce soit à l'interne de mon institution, de mon établissement, que ce soit auprès de la ligne spécialisée, l'AMA. Donc il y a plusieurs options là, mais de pouvoir discuter des spécificités d'un cas en particulier, d'une situation en particulier, d'un obstacle que j'ai à obtenir l'information pour pouvoir répondre à une section de l'outil, comment je devrais m'y prendre, tu sais, c'est quoi les stratégies cliniques que je devrais prendre. Tout ça, ça ne sera pas dans l'outil, là. Mhm. Mais donc, ça ne remplace pas ça. L'outil, ce que ça fait, comme on disait, c'est vraiment un aide-mémoire, un genre de checklist, comme disait Sarita, pour dire, ben, à chacune des étapes, à partir du moment où j'ai un soupçon qu'il y a de la maltraitance et jusqu'au signalement, quels sont les éléments que je devrais être capable de documenter, de répondre? Fait que, tu sais, je trouve que ça structure, l'analyse, ça soutient l'analyse, sauf qu'en même temps, tu sais, on le disait, c'est complexe, faut pas rester tout seul avec ça. Donc c'est pas la réponse à tout, non plus. Fait que ça, je pense que c'est important de le souligner, là, mais ça peut nous aider par contre
à aller chercher aussi le soutien dont on a besoin au niveau de la supervision clinique. Parce qu'encore une fois, comme je disais, une fois que moi, mon idée est structurée, que j'ai bien analysé, voici ce que je sais, voici ce que je sais pas, ça va être beaucoup plus clair quand je vais venir le présenter à des collègues, à une superviseure clinique, à la ligne, si j'appelle, tu sais. Je pense que je pourrais faire un ajout de mon Bien sûr. côté, ayant travaillé comme travailleuse sociale très longtemps. Il y a beaucoup de mécompréhension de pourquoi les personnes qui ont besoin d'aide ne veulent pas de l'aide. On a parlé de choix. Les gens pensent toujours que c'est un choix. La personne est capable, alors c'est un choix. C'est ce qu'elle Mhm. veut, ben, you know. La vérité, c'est une sensibilisation vis-à-vis des enjeux dans des relations où il y a de la maltraitance qui nuit à la capacité de la personne, même si elle voudrait. On parle un peu des fois de peur. Des fois, c'est pas seulement de peur de la personne, c'est la peur du système qui n'a Mhm. pas réagi d'une manière qui a été aidante dans le passé. Alors, je pense qu'il y a une sensibilisation qui peut aider à mieux développer cette relation de confiance pour aller adresser ce qui est une contrainte plutôt que de dire, bah, si elle veut pas, tant pis. S'il veut pas, tant pis, hein. Pas tant pis, je respecte son choix. C'est très facile de dire je respecte son choix, mais des fois on peut aller plus loin pour aborder quelles sont les peurs derrière ces choix-là. Et peut-être on va aider plus de personnes que peut-être on n'aurait pas aidé dans le passé. Je pense que c'est une belle sensibilisation des impacts d'une relation où il y a de la maltraitance sur la capacité de faire des décisions et de faire des choix de la partie de la personne qui est maltraitée. Alors, je pense que c'est un très bel outil pour une meilleure compréhension des aspects psychosociaux. Ça devance un peu la question que j'allais poser. En fait, je voulais vous demander, est-ce que vous anticipiez comme effet ou comme bénéfice de l'outil? Fait que j'entends que ça, c'en est un, de pouvoir aider les gens à être plus sensibles aux barrières là, qui font que les gens sont plus hésitants à faire une demande d'aide. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous vient en tête que vous espérez que cet outil-là va aider dans le futur? Bien, évidemment, moi, je pense l'opérationnalisation de la loi, tu sais, parce que je pense que la loi est sortie. J'ai l'impression que les intervenantes psychosociales, parce que c'est surtout elles là, qu'on avait en tête quand on a développé l'outil, là, évidemment, mais euh, je pense qu'il y en a plusieurs qui se sentent pas trop outillés, qui ont entendu parler de ça, de signalement obligatoire. Tout n'est pas toujours clair. Il y a comme la menace ou la crainte là, de ces amendes-là. Oui, mais là, si je fais pas de signalement, c'est une situation de signalement obligatoire. Mais en même temps, si c'est pas clair, si je sais pas comment appliquer la loi, ça peut créer un peu d'anxiété, hein, on peut le Mhm. comprendre. Fait que donc, tu sais, moi, je trouve que si on est capable justement d'aller bien outiller les intervenantes pour qu'elles soient capables de bien appliquer la loi, parce que je pense que le problème, c'est pas qu'elles ne veulent pas l'appliquer, sauf que si c'est pas clair comment, puis jusqu'à quel point, ou s'il y a des zones grises, c'est ça qu'on a voulu un petit peu éclairer. Puis c'est là, comme je disais tantôt, qu'à partir de notre idée première de dire faire un outil sur les contraintes psychosociales, que là, on s'est dit: «Mais attends, là, l'outil comme ça qui flotte, sur des contraintes psychosociales, est-ce que vraiment c'est ça qui va être le plus aidant? Ou s'il faut comme insérer ça dans la loi, puis comme faire tout le processus jusqu'au signalement», tu sais? Je peux ajouter quelque chose, Kevin? Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que vous êtes là à deux. Je pense que l'outil aussi prend quelque chose qui a l'air très, 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 très gros Mmh. et le fait beaucoup plus simplifié. Et non, c'est comme première étape, deuxième étape, troisième étape. Parce que très souvent, quand on est prise avec une situation, on pense à toutes les choses en même temps, OK? On va Mhm. commencer, ça donne une structure et ça aide. Et je pense que ça va aider aux intervenants de prendre ça avec un peu plus de moins de appréhension. Et aussi Oui. la reconnaissance qu'il y a d'autres joueurs. Je pense que parce qu'en effet, quand on pense à la maltraitance, on pense à la formation, ça a l'air très, très gros et d'ailleurs c'est gros, mais c'est pas toutes les parties qui te reviennent Non. et en effet, ça aide à dire: «Qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce qui peut être à quelqu'un d'autre?» et c'est ce qui est difficile aussi de mettre les choses d'une manière que c'est compréhensible aussi pour discussion avec des autres et se sentir plus en contrôle de l'information qu'on a.
savoir comment la présenter. Alors je pense que ça a beaucoup de bienfaits à ce niveau-là. Une meilleure façon de pouvoir le mettre de l'avant avec des autres collègues, avec des autres membres de l'équipe. Alors, c'est un outil qui peut aider à avoir une conversation that's comprehensible, qui est compréhensible entre les disciplines et les expertises. Effectivement, pour avoir eu à naviguer la loi à plusieurs reprises pour différents projets, c'est tout un document, c'est quelque chose qui est quand même intimidant à rentrer dedans. Ça va être beaucoup plus facile plonger dans un document de quelques pages. Je pense que le guide fait une dizaine de pages, si je me trompe pas. C'est pas mal moins terrifiant qu'une loi qui rentrerait sur une trentaine avec tout plein de petits détails puis de petits morceaux qui réfèrent à d'autres lois puis qui demandent de faire des bons. Fait que c'est une bonne façon de permettre aux gens de se familiariser avec le contenu de la loi sans être envahis. Mhm. Ouais. Est-ce- Peut-être, Oui? oui, une chose pour le futur, tu sais, parce que l'outil est disponible en ligne. Mais peut-être que ce serait intéressant de souligner qu'on va essayer de le maintenir à jour. Et donc, ça se peut qu'il soit modifié. Donc, tu sais, ce serait intéressant de retourner, tu sais, quand on a besoin de l'outil, d'aller le chercher au cas où il y a eu des modifications, parce qu'évidemment, c'est un outil qui est directement lié à l'application de la loi. Donc, si un jour la loi change, tout ça, on serait amené à modifier l'outil, évidemment. Mais aussi, il y a un processus de validation de l'outil là, qu'on amorce présentement. Donc, on va faire un processus de recherche un petit peu plus formel pour voir si l'outil répond vraiment aux besoins des intervenantes sur le terrain. Est-ce qu'il devrait être modifié, adapté légèrement? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, etc. Donc, on va, avec l'aide donc des intervenantes sur le terrain qui utilisent l'outil, qui vont pouvoir nous commenter, puis nous aider donc à l'améliorer. Donc, ça se pourrait que dans les prochaines années, les prochains mois, l'outil soit modifié là, pour être maintenu à jour puis être amélioré. Ben, justement, pour être sûr que les gens puissent se rendre à l'outil, on va s'assurer de le mettre là, de mettre le lien vers l'outil dans la description de l'épisode. Puis on va probablement l'afficher à l'écran aussi maintenant. Mais juste pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas l'affichage à l'écran, est-ce que vous pouvez dire vers où ils peuvent naviguer pour essayer de trouver l'outil en question? Je pense qu'ils peuvent rentrer directement dans le site web du CREGES pour aller dans le domaine d'expertise et c'est sous les outils pour les intervenants dans le réseau. Alors, je pense qu'elle est assez facile à retrouver dans notre section d'outils. Donc, Excellent. c'est creges.ca, creges.ca dans le domaine d'expertise maltraitance. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter avant qu'on conclue l'épisode? Moi, j'aimerais vous remercier beaucoup pour l'invitation parce que je pense qu'on a beaucoup travaillé cet outil et je pense qu'avec beaucoup d'enthousiasme. Et c'est une belle occasion de parler un peu de cet outil qu'on croit vraiment va pouvoir aider aux intervenants à affronter quelque chose qui est assez complexe et difficile. Et j'espère bien que ça va pouvoir les soutenir et ça donne une opportunité de parler de son existence parce que je pense que euh, c'est pas évident que tout le monde a les informations des choses qui existent, qui pourraient leur venir en aide. Alors, je pense que c'est une belle opportunité. Alors, je te remercie, Kevin et la chaire pour ça. Je vous renvoie le remerciement au nom de probablement plein d'intervenants qui vont bénéficier de l'outil puis qui vont aller le consulter puis ça va les aider dans leur pratique. Je pense que ça va être très utile dans le futur pour plein de gens. Je pense à ma conjointe qui est travailleuse sociale en soutien à domicile. C'est certain que ça va aller dans sa boîte à outils puis ça va être le cas pour probablement plein d'autres. Puis, outil d'ailleurs, si je ne me trompe pas, qui est disponible en français et en anglais. Oui, absolument. On a eu la préoccupation de le faire en anglais et en français. Et les deux sont disponibles maintenant dans les deux langues. Excellent. Donc, pas d'excuses. Si vous êtes moins à l'aise avec le français, il est aussi là en anglais. Fait qu'on vous invite à aller le consulter. Fait que merci à vous deux d'avoir été là pour nous partager de votre outil. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Puis merci à l'auditoire d'avoir été avec nous pour cet épisode de Cible Grise. Si vous nous regardez sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous laisser la mention j'aime ou un like, comme on dit en bon anglais, si vous avez apprécié le contenu. Puis n'hésitez pas à partager l'épisode avec votre entourage, c'est toujours apprécié. Puis peut-être que ça va pouvoir aider un collègue ou un intervenant que vous connaissez. Bon, salut, bonne journée. Merci. Avant de partir, on veut juste vous rappeler que si vous avez des préoccupations par rapport à la maltraitance, que vous croyez être maltraité, que vous êtes témoin d'une situation
ou même que vous êtes un professionnel face à une situation complexe, vous pouvez appeler la ligne Aide maltraitance adulte aîné au 1-888-489-2287. C'est une ligne provinciale d'écoute qui est entièrement bilingue puis qui est disponible 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Donc, le 1-888-489-2287.